Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler chiffre thaï et céramique colorée. Alors, c'est pas un scoop. Aucune des langues décrites qu'on connaît sur Terre n'est pure. C'est-à-dire que toutes les langues ont emprunté au moins du vocabulaire à d'autres langues. Et pour illustrer ça, le français en est un bon exemple. On a une base latine, donc le français est clairement une langue latine, mais on a un apport de mots qui viennent des langues germaniques qui est énorme. Ensuite, on va avoir les emprunts à l'italien, à l'arabe et plus récemment à l'anglais. Et le thaï ne fait pas exception, donc c'est une langue qui fait partie de la grande famille des langues thaï kedai, des origines qu'elle partage avec ses voisines comme le lao ou les shan de Birmanie ou les Swang du sud de la Chine. Donc le thaï va emprunter énormément de vocabulaire aux langues anciennes de l'Inde que sont le pali et le sanskrit, mais aussi au chinois. Le linguiste américain Maurice Swadesh avait défini une liste qu'on appelle la Swadesh List, une liste de mots qui ont peu de chances d'être abandonnés au profit d'autres mots. Donc en général, c'est des mots qui ne sont pas empruntés. Parmi eux, on trouve les parties du corps, certains noms d'animaux et théoriquement les chiffres de 1 à 5. Et ce n'est pas le cas du thaï. En thaï, seul le 1 est d'origine thaï kedai. Les autres nombres du quotidien, donc les nombres de 2 à 10, ont été empruntés au moyen chinois il y a très longtemps, avant la grande migration des Thaïs vers le Siam. Donc leur phonétique a beaucoup évolué et il est difficile de reconnaître aujourd'hui, de comparer aujourd'hui les chiffres du moyen chinois et les chiffres du thaï. Donc voilà, on voit qu'ils ont beaucoup changé, un petit peu comme les chiffres français qui sont d'origine latine sont très différents aujourd'hui du latin, puisqu'on a une distance historique qui fait que la phonétique a beaucoup évolué. Mais en plus de ces chiffres du quotidien, les Thaïs utilisent d'autres nombres qui viennent d'une langue de l'Inde, du pali, et qui relèvent d'un langage plus soutenu, qui relève d'un langage de cours, un petit peu désuet, mais qu'on va retrouver utilisé toujours dans les noms de personnes, dans des noms de lieux. Alors, contrairement aux chiffres d'origine chinoise, les chiffres d'origine indienne sont assez fidèles à la prononciation d'origine du pali. Et pour ça, je vous ai mis en exemple une voix qui va nous énoncer le chiffre en pali. La deuxième, ça va être la voix de Kundimpi qui va nous le prononcer en thaï, comme il est prononcé aujourd'hui. Et la troisième, ça sera la voix de Muzamil Bhai qui va nous prononcer ça en ourdou. Eka, एक Dvi, दो Ti, तीन Chatur, चार Pancha, पाँच Cha, छः Satta, सात Atta, आठ Nava, नौ Dasa. 10 Alors voilà, on voit que la prononciation, que ces trois prononciations sont très proches des unes des autres. L'ourdou, c'est une langue voisine du hindi, c'est quasiment la même langue. En fait, c'était la même langue qui a été coupée en deux par la partition de l'Inde et du Pakistan. Donc l'ourdou, c'est plutôt la langue qui est parlée au Pakistan, et le hindi, c'est la langue qui est parlée en Inde. Mais ces deux langues proviennent du sanskrit et en partie du pali qui est une langue sœur du sanskrit. Alors aujourd'hui le pali c'est une langue morte, mais c'est une langue qui reste très importante puisque c'est la langue liturgique du bouddhisme Theravada, du bouddhisme petit véhicule tel qu'on trouve en Thaïlande, et les moines se doivent d'étudier cette langue. Alors les langues indiennes, en tout cas la grande majorité des langues du nord de l'Inde font partie de la grande famille des langues indo-européennes et à ce titre ont des origines communes avec les langues européennes telles que le français ou l'anglais. Ce qui fait qu'on peut parfois voir des similitudes entre certains mots thaïs qui ont été empruntés au pali et au sanskrit et des mots français ou anglais d'aujourd'hui. Voilà, je peux vous mettre une petite liste, mais parmi ces mots, on va retrouver ces chiffres 3, 7, 8, 10 qui sont très proches, vous l'avez vu, de mots qu'on peut reconnaître dans les langues européennes. Alors les chiffres thaïs d'origine indienne vont être utilisés par exemple pour nommer les tons. Donc les tons de la langue thaï sont nommés avec des chiffres de ce système. Mais on va les retrouver par exemple dans le système de grade de l'armée et de la police thaï, mais aussi, comme je le disais, dans des noms de lieux et des noms de personnes.
Par exemple, le mot 1, le mot eka, va rentrer dans la composition du mot ekamai, qui signifie identique. Et c'est le mot qui désigne un quartier, une rue de Bangkok et la station de métro éponyme, la station d'Ekamai. On va le retrouver aussi par exemple dans un prénom qui est Ekaraj. Donc c'est Ekaraj, un roi, le roi seul. Et ça veut dire, en thaï, ça veut aussi dire indépendance. La symbolique particulière du chiffre 1 va faire qu'il va être très utilisé dans les prénoms. On va le retrouver dans d'autres prénoms, donc pas simplement Ekaraj, mais on va le retrouver aussi dans Ekawat ou Ekachai par exemple. Donc le mot thaï pour dire 3 traits nous est très familier puisqu'il est identique au mot latin tri qu'on va retrouver par exemple dans tricycle ou dans triplette. Mais en thaï, il est aussi utilisé dans le mot trirang, qui veut dire les 3 couleurs et qui sert à désigner le drapeau thaï, comme en français on dit le drapeau tricolore. Et le mot 4, chatur, va donner le mot chaturat en thaï qui veut dire carré, qui est aussi le nom d'un district de la province de Chayapum. Et on peut continuer comme ça avec le mot sapta qui signifie semaine, ou le mot nava qui signifie 9, qu'on va retrouver dans le mot nawapon, desquels j'ai parlé dans la vidéo sur les Red Bull. Donc si on peut tenter une comparaison, on peut dire que les Thaïs utilisent des chiffres d'origine indienne, un petit peu comme les Français, comme le Français utilise les chiffres d'origine grecque, puisque les Français, consciemment ou inconsciemment, sont capables de gérer d'autres systèmes numériques que sont le système grec et le système latin. Vous voyez, là on peut dresser une liste, on connaît tous ces mots, du grec, donc mono de monosyllabe, diplomatique, triangle, tétrapode, pentathlon. Donc, vous voyez, tous ces mots, on est capable de les reconnaître, de les identifier. On sait que ce préfixe va correspondre à tel nombre ça fait partie intégrante du français. Donc c'est le même système en thaï. Donc on a des chiffres du quotidien qui vont servir à énumérer les choses, mais on a aussi cet autre système donc d'origine sanscrite qui va servir pour d'autres usages. Mais le chiffre sur lequel je voulais vous amener, c'est le chiffre bencha en thaï qui veut dire 5 et qui est très semblable au sanskrit, au pali panch et à l'ourdou et hindi moderne, donc le panch. Donc en thaï, le chiffre 5 porte une place symbolique très importante, peut-être liée aux 5 premiers moines du Bouddha qu'on appelle les Benchawaki. Et on va retrouver ce mot bencha dans le mot benjarong qui signifie 5 couleurs et qui va désigner surtout la porcelaine thaï. La porcelaine polychrome produite en Chine a été introduite au Siam il y a à peu près 600 ans, mais il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on ait une production locale au Siam. Alors c'est une vaisselle un peu de noblesse qui était très appréciée par la monarchie et par l'aristocratie thaï, mais qui s'est fortement démocratisée avec la réduction de ses coûts de production. Et aujourd'hui c'est un cadeau qui est très apprécié par les Thaïs, notamment par exemple lors des mariages. Le mot Banjarong désigne aussi des céramiques, et c'est pour ça que je vous ai amené ici au temple Ratchabopit de Bangkok. C'est un temple magnifique construit sur les ordres de Rama V, de Chulalongkorn, où on peut voir ces Benjarong. Voilà, tout l'extérieur du mur d'enceinte qui ceinture le stupa est entièrement recouvert de céramique avec des éléments floraux, au milieu desquels trône un thep, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur le nom de Krung Thep. Donc c'est ce thep de Krung Thep, le nom thaï de Bangkok, sur la vidéo du nom de Bangkok que je vous mettrai en description. Donc, ce motif est devenu très populaire chez les rois du Siam au XIXe siècle parce qu'il représente le pouvoir divin du roi, une notion indienne qu'on appelle le Devaraj. Donc Deva c'est Dieu, Raj c'est le roi. Et Deva d'ailleurs c'est l'origine du mot Thep. Thep c'est la prononciation thaï de Deva. C'est lui qu'on va retrouver sur les poteries Benjarong, toujours associé d'éléments floraux, de feuilles
et de fleurs. Et c'est une des caractéristiques du Bendjarong. C'est une saturation totale de l'espace, une occupation totale de l'espace par ces éléments artistiques. Un peu en opposition à la porcelaine chinoise qui, elle, joue sur les équilibres du plein et du vide, du blanc et du bleu. Donc quand on regarde le schéma répétitif des motifs floraux, on est frappé par les similitudes qu'on peut trouver avec l'art perse. Si on compare les détails de la mosquée Shah d'Ispahan en Iran, on va voir de grandes similitudes avec ce qu'on a en Thaïlande. On a des formes à 4 lobes avec un élément central d'où partent des feuilles et des fleurs, une même façon de saturer l'espace de formes et de couleurs. Parce que l'art iranien a fortement influencé les arts arabes, mais aussi le monde indien à travers notamment les Moghols. Et on va retrouver ces influences iraniennes dans le textile indien, et notamment dans une forme d'artisanat de pochoir qu'on appelle le block print. Donc, le block print va reproduire des motifs floraux et géométriques fortement développés au Rajasthan et au Gujarat. C'est dans des ateliers de la région du Kutch ou de Surat que vont partir les textiles à destination du Siam. Puisqu'on va avoir de nombreux textiles indiens qui vont arriver au Siam et qui sont faits sous cette technique du block print. En Inde, c'est un artisanat qui est toujours vivant, qui est un petit peu perdu en force et qui est fait par des castes spécialisées. Et au Rajasthan, au Udaipur, j'ai une famille amie qui est une famille de basse caste musulmane, teinturiers, qui sont spécialisés donc dans le textile. Et le patriarche de la famille, Farouk, est un block printer réputé en Inde. Alors on peut trouver cette caste, ces Jati, qui s'appellent les Chadwa, au Rajasthan et au Gujarat, et il y a de fortes chances qu'ils aient été impliqués dans ce trafic de textiles qu'il y a eu avec le Siam. C'est un type esthétique qu'on appelle Saudagiri, qui est un mot persan qui signifie business, donc voilà, ça veut bien dire ce que ça voulait dire. On avait des textiles qui étaient produits, développés à destination du Siam. Depuis les textiles, cet art va influencer donc la porcelaine Bendjarong, mais aussi ses céramiques. Mais comme pour la porcelaine, on peut voir que sur ces céramiques, il y a beaucoup plus de 5 couleurs. Alors pourquoi ce chiffre 5? On suppose qu'il fait référence aux 5 éléments du monde indo-bouddhiste qu'on appelle le Mahabhuta, mais les couleurs associées aux éléments varient beaucoup suivant les sources et les époques. J'ai retenu celle décrite par le Musée international de la céramique de Faenza. C'est d'ailleurs de Faenza que vient le mot français faïence. Et cet article nous dit que la terre est associée au jaune, le métal au vert, le blanc à l'eau, le rouge au feu et le bleu à l'air qu'on appelle l'éther. Donc pour résumer, on peut dire que le Bendjarong, c'est une céramique qu'on trouve au Siam, dont les motifs sont indiens, d'origine persane, mais qui sont souvent agrémentés de personnages de la mythologie indo-bouddhique, comme le Tep, mais on va retrouver aussi la figure de Vishnu ou d'autres personnages. Bensha va se retrouver dans d'autres mots que le mot Bendjarong, parce que grâce à la symbolique du chiffre taille, on va le retrouver dans des prénoms comme Benchapon ou Benchawat. Et aussi, on a un temple qui s'appelle Benchamabopit, qui lui porte son nom grâce à l'influence de Rama V, qui en était le commanditaire. Donc là, c'est le rang 5 du roi Chulalongkorn qui va donner son nom au temple. Vous savez, c'est ce temple que les étrangers appellent le temple de marbre, et c'est lui qu'on retrouve par exemple sur le recto de la pièce de 5 bahts. Tout ça pour dire que les Thaïs utilisent un double système pour compter, qui vont être utilisés dans des registres différents, un petit peu comme les Français vont être capables d'utiliser 3 systèmes, le système français, le système grec ou le système latin.
Et comme les Français sont capables de lire, en plus des chiffres dits arabes, un système de chiffres romains, les Thaïs ont une graphie particulière pour les chiffres, des chiffres qui sont d'origine indienne, qui ont transité par le Khmer mais qui sont d'origine indienne, et les chiffres dits arabes de la graphie internationale. Alors un jour je ferai une vidéo spéciale sur l'origine de la graphie thaï, sur les lettres de l'alphabet thaï et des chiffres. Donc aujourd'hui les Thaïs utilisent moins ce système traditionnel de notation des chiffres. On le retrouve par exemple sur les plaques d'immatriculation des véhicules de l'armée. On va le retrouver dans des usages religieux, souvent sur le numéro des bâtiments qu'on a au-dessus des portes. Et aussi pour cacher aux étrangers le système de double tarification à l'entrée de certains lieux comme les musées ou les parcs nationaux, où voilà, on va avoir le chiffre thaï qui nous dit que les Thaïs doivent payer 20 bahts, là où dans la graphie arabe, on va avoir un chiffre qui nous dit 200 bahts. Alors je voudrais juste terminer au sujet de ces chiffres pour dire que les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes en français sont en fait des chiffres d'origine indienne, mais qui ont été transmis au monde occidental par les Arabes. C'est pour ça qu'on les appelle les chiffres arabes, mais il serait plus juste de parler de chiffres indo-arabes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Et je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter ces vidéos et à me retrouver sur mon groupe Facebook que j'ai appelé Décryptage des cultures asiatiques. À bientôt, ciao!